Mais les ingrédients seuls, ça peut être un peu fade, même si on commence à les mélanger entre eux. Il va manquer l'assaisonnement. Et l'assaisonnement, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos ops. C'est pas seulement un rôle support ou qui s'occupe juste des process, c'est notre architecte du goût. Celui qui va transformer justement les ingrédients bruts, tout ce qu'on a vu, cette recette, etc., en une organisation mémorable. Au final, une bonne recette, ça va être un langage commun à partir de tout ça, qui fait que service après service, tout le monde sait ce qu'il a à faire, comment il doit le faire, quand il doit le faire. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! En fait, il fallait commencer à pitcher pour que les derniers arrivent, c'est magique. Donc, on a présenté le laptop, on va un peu présenter Monsieur Guise, et après on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Monsieur Guise, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une agence dans le product management, dans le design et en ops. On fait essentiellement de la régie avec des profils PO, PM, design et ops, mais on fait aussi du conseil, on a des offres de conseil, de formation également, et pas mal de choses après plus spécifiques autour de l'IA, notamment de plus en plus, autour de l'Ops en formation également. Donc c'est assez riche. Et une offre d'agence aussi, qui est gérée par notre Head of Design qui est assis tout là-bas. On est bon. Monsieur Guise, c'est aussi celui qui porte la communauté, l'Observatoire. L'Observatoire, pour ceux qui n'en font pas encore partie et qui sont là aujourd'hui, c'est une communauté de partage entre pairs, essentiellement d'Ops, mais pas que. On a aussi beaucoup de responsables produits et design qui en font partie, parce qu'effectivement, ces rôles-là aussi ont des fonctions d'Ops dans leur quotidien ou font appel à des Ops. On se réunit en moyenne tous les 2 mois pour partager soit lors d'événements type meet-up comme aujourd'hui, soit lors d'événements type atelier pour partager des challenges, des bonnes pratiques, s'entraider entre pairs. Et on a aussi une communauté sur Circle pour échanger en asynchrone et vraiment garder le contact. Et aujourd'hui, vous êtes les premiers à crash-tester cette nouvelle expérience, donc j'espère qu'on sera à la hauteur. Donc bienvenue dans ma cuisine Ops. Donc aujourd'hui, on va cuisiner ensemble, pas un plat, mais une organisation. Donc je vais vous montrer en fait comment l'Ops transforme des équipes en désordre, des brigades en désordre, en une réelle organisation étoilée. Ça va être notre sujet du jour. Oh, c'est l'effet des mots. Alors, il faut que je parle assez fort maintenant. Qui, parmi vous, a déjà eu des décisions qui se prenaient plus sur de l'intuition? C'est peut-être trop fort. Plus sur de l'intuition plutôt que sur des réels faits, des réelles données. Qui, parmi vous, a déjà eu des silos en fait, qui bloquaient, qui empêchaient d'être alignés sur la vision, sur les priorités? Qui a déjà connu une documentation qui est non fiable? Parce que soit elle n'est pas tenue à jour, soit parce qu'elle n'est pas adaptée au public, trop technique, pas assez. Qui a connu des process différents d'une équipe à l'autre? Et encore faut-il qu'il y ait des process déjà posés. Parlons aussi des réunions, trop de réunions et pas les bonnes, ou alors il n'y a rien qui en sort, pas d'action, pas de décision. Une multiplication des outils, on en a plein pour faire la même chose, et au final on perd du temps, et on perd l'information. Des frictions entre les expertises, les métiers, les parties prenantes. Un manque de vision claire de l'avancement de vos projets, de la charge sur les équipes qui sont en surcharge, sous-charge. Je me décale un peu. Des livrables qui sortent, au final, c'est bien, on fait ressortir des choses, mais la valeur reste floue, on n'arrive pas à la mesurer. Et en grandissant, l'équipe, l'organisation, en expansion, malgré tout, on fait tout ce qu'on peut, mais on n'a pas bien pensé la chose et l'efficacité baisse. Qui parmi vous, à main levée, a déjà connu au moins une de ces situations-là? Plus de 3 de ces situations-là? 5? Comment ça, il y en a pas mal, hein? Typiquement. Hop là, j'arrête de vous casser les oreilles avec ça. Ce que je veux vous montrer, c'est ça, c'est notre cauchemar en cuisine. C'est ce qu'on va vivre sans organisation, sans process, sans cadre clair et sans ops. Les plats arrivent en retard, les assiettes varient, les clients ne sont pas contents. C'est la même chose en fait dans notre organisation. On délivre en retard, les assiettes, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous et nos utilisateurs ne sont pas contents, ils se plaignent de ce qu'on fait. C'est l'image qu'on va vous donner aujourd'hui. Pareil, je vous fais un peu interagir au début, hein. On ne va pas vous laisser sans rien faire. Qui, ici, a déjà vécu un projet, on s'est dit, ok, on a la vision qui est posée, tout est normalement clair, on a notre ambition, et malgré notre bonne volonté,
au final, tout part en fumée. Tout se passe finalement pas, comme c'était pas prévu. À main levée, qui a connu ça? Bonne volonté, on a une vision. Là, il y a moins de monde. C'est 50-50. Et à l'opposé, est-ce que certains veulent prendre la parole pour nous raconter un peu peut-être des expériences justement comme ça qu'ils ont vécues, des challenges? C'était quoi vos plus gros challenges en fait que vous avez rencontrés? Ça peut être certains qu'on a vus précédemment ou d'autres qui ne sont pas apparus. Les plus gros challenges auxquels vous avez fait face. Faites pas vous timide, vous pouvez y aller. Paul? Une mission qui s'arrête du jour au lendemain pour un problème budgétaire. Ouais. Et qui montre en fait qu'il n'y avait pas assez de vision commune sur ce qu'on allait gagner avec le projet. Si tu es capable d'arrêter un projet du jour au lendemain, ça veut dire qu'il n'est pas stratégique et qu'on n'avait pas réfléchi au KPI, à ce que ça allait apporter. Est-ce que d'autres ont déjà vécu ce genre de problématique? Est-ce que ça vous inspire d'autres choses que vous avez vécues? Vraiment votre plus gros challenge organisationnel? Quelque chose que vous en souvenez encore aujourd'hui? J'en ai un qui revient souvent, c'est le silotage des équipes. Ouais. Notamment d'un point de vue le design des produits qui sont encore en train de faire leur place dans un environnement. Et du coup, il y a un découpage très matriciel de qui fait quoi et dans quel ordre. Et dès qu'il y a des silos, l'information ne passe pas, les alignements, les KPI, etc. C'est un pattern qu'on retrouve souvent. Les silos, il y en a beaucoup qui ont levé la main tout à l'heure. Est-ce que c'était notamment pour ça? C'est comme quelque chose qu'on voit assez souvent. C'est quoi qui engendre les silos pour vous? Ça a créé quoi comme problématique dans vos organisations? Pour ceux qui ont connu ça. Un manque d'alignement. Ouais. Et derrière, quand il y a un manque d'alignement, il se passe quoi? Déçu. On livre pas les attendus à temps. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'essaie de vous mettre un peu en condition, parce qu'après, vous allez mettre vraiment la main à la pâte. Ok, donc les silos, ça crée un manque d'alignement. Tout à l'heure aussi, on n'a pas la même vision, on n'a peut-être pas les mêmes priorités, on peut avancer donc à des rythmes différents. Ça peut créer des frictions après, des conflits entre équipes. Et ça peut arriver une fois, mais ça reste quand même en tête des équipes. Et c'est dur après de le briser. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on rencontre assez souvent et sur lesquels les ops vont souvent intervenir également. Bon, je vois que je vous ai un peu traumatisé, on va enchaîner. Tout commence par les ingrédients en ops, comme en cuisine au final. Les ingrédients, ça va être notre socle, notre base pour pouvoir avancer. Mais on va voir qu'ils ne vont pas suffire. Il va falloir bien les équilibrer. Et c'est là où je vais commencer à mettre les mains à la pâte. Nos ingrédients. Pour commencer, le socle de tous, notre toast. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être, j'espère que je ne vous gêne pas trop, ça va être les outils. D'autant plus aujourd'hui, à l'ère des IA, où les outils se développent encore plus vite, il y a de plus en plus de nouvelles fonctionnalités qui se créent, et ça a beaucoup plus d'importance de choisir les bons outils, adaptés. Et en plus d'être adaptés, il faut nous-mêmes les adapter. Par exemple, on ne va pas partir sur un bon vieux Jira, que tout le monde connaît, je pense, parmi nous, juste le poser comme ça et dire c'est bon, et se dire pourquoi ils ne l'utilisent pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit toujours adapté aux équipes derrière, que ce soit adapté à leur manière de fonctionner, à leur workflow, et ainsi de suite, à leur spécificité métier également. On ne peut pas juste donner ça comme ça. Donc choisir les bons outils, et dans la bonne mesure, toujours le bon équilibre. Donc notre socle. Ensuite, on va avoir... Je vais laisser de la place, parce que je sens qu'il y a des photos autour de moi. Pas de pression, tout va bien. Notre liant. Donc ça va être notre petite arsenal. Et qu'est-ce que c'est notre liant? C'est les méthodes. Donc ici, c'est se dire, en fait, tout fonctionne à base de méthodes et de process derrière. C'est comme ça qu'on organise. Derrière, ce qu'il faut se dire, c'est bien d'avoir des méthodes, mais il ne faut pas en avoir de trop, sinon c'est trop rigide et on va contraindre la créativité. Et si je mets toute une dose dessus, ce ne sera pas très équilibré non plus à manger. Hein. Enfin, peut-être qu'il y en a qui aiment bien, pas de jugement. Ni pas assez, parce que sinon tout va s'écrouler. Effectivement, il y aura certainement derrière des soucis d'alignement, on va peut-être délivrer en retard, etc. Il y a plein de conséquences possibles si effectivement on est aussi un peu trop ouvert ou léger. Donc, je suis quand même partie sur en mettre pas mal. Hein. On a nos méthodes, pour la petite image. Ensuite, notre garniture, c'est l'ensemble de nos ressources, nos expertises, qui vont venir en fait agrémenter et mettre en avant nos produits. C'est eux qui vont travailler autour de ça et il va falloir s'adapter à leurs spécificités, à chacune des expertises, mais aussi des individualités.
Donc chacun a une manière différente de travailler, mais pourtant, tous ensemble, et grâce à l'Ops, on va pouvoir s'élever et mettre en avant les talents de chacun. Je fais une impro totale, j'espère que ce sera bon. Et pour terminer, quand on a tout ça, il faut se poser la question en fait, de nos données. On a une richesse de données à disposition, il faut les utiliser. Et c'est ça qui est hyper important pour les Ops. Je ne vais pas croquer dedans parce que ça va faire un sale bruit, mais on goûte à chaque fois pour tester, prendre la température, mesurer et pouvoir itérer. Donc nos données sont clés. On peut en avoir sur nos outils, sur nos méthodes et sur nos ressources aussi. Donc hyper important de les utiliser. Mais des ingrédients seuls, ça peut être un peu fade, même si on commence à les mélanger entre eux. Il va manquer l'assaisonnement. Et l'assaisonnement, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos Ops. La petite image. On peut avoir des Ops classiques, au sens large, mais on peut avoir aussi des spécificités. On peut avoir un peu, ça va tomber, tac. Par exemple, de Design Ops, de Product Ops, et plein d'autres expertises également, qui vont venir aussi nourrir et renforcer tout ce qu'on fait. Tac. Et qu'est-ce que c'est l'assaisonnement? En clair, ce sont des gestes peut-être simples, qui paraissent bêtes, mais ça va être de communiquer, justement, de mettre en avant des éléments, de clarifier. La clarté est vraiment clé. Des fois, on peut se dire, OK, j'ai mis en place un process, ça va tourner. Mais si on ne communique pas bien, si on ne s'adapte pas à nos différents publics, si on ne clarifie pas, parce que peut-être que chacun a un niveau de compréhension, un prisme, une vision différente selon à quelle équipe il appartient, quelle expertise il a, ça va poser problème. Et en fait, notre assaisonnement, c'est tous ces micro-gestes qu'on va faire et qui vont transformer cette équipe qui survit au quotidien en une équipe qui va se sublimer et s'élever. Et je vais vous donner des exemples, parce que sinon, on voit que de la nourriture. Pour donner quelques exemples autour de cette communication aussi, cette clarté à amener, Donia, tu vas reconnaître des choses. T'as vu? Exemple France Télévisions. Transformation, effectivement, il y a des nouveaux rôles qui arrivent, des UI se transforment en product designer, de nouveaux rôles viennent parce que l'organisation grandit, évolue, les tendances du marché évoluent. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les personnes ne savent plus quoi faire. On a beau leur dire, ça ne suffit pas de juste dire « OK, ça se passe comme ça ». Il faut amener différents moyens. Ça paraît tout bête. Nico, je te regarde parce que je sais que tu l'as vécu aussi chez France TV, les fiches rôles et responsabilités. Ça paraît tout bête, mais ça montre une direction, ça accompagne aussi. Ce qu'on a fait aussi, on l'a fait avec toi celle-ci? On a fait la CX avec toi, Donia. Un jeu des 7 différences, tout simplement. Se dire, OK, c'est quoi la différence? S'il y a vraiment un sujet où ils n'arrivent pas à savoir qui fait quoi, posons à plat, noir sur blanc, et allons créer ça. Et à partir de ça, en fait, on pourrait même se dire, on pourrait le gamifier demain. Se dire, OK, faire un petit quiz, on ne l'a pas encore fait, on pourra le faire. Faire un quiz pour voir, OK, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils appliquent réellement. Ça peut être pas mal pour des nouveaux arrivants, mais aussi pour des gens déjà en place, pour s'assurer que c'est bien ça, et que c'est bien compris leur rôle. À côté de ça, autour de justement cette adoption qu'on peut créer grâce à de la communication et de la clarté, quelque chose de tout bête, des vidéos. Il y en a, ce n'est pas l'écrit qui fonctionne avec eux. Il y en a, ça va être des ateliers. Il y en a, ce sera des petites vidéos explicatives à regarder. Loom, c'est pratique, tout le monde a accès. En plus, en version gratuite, ça bloque à 5 minutes, ça nous contraint à faire des vidéos vraiment simples et efficaces. Donc par exemple, chez Pierre et Vacances Center Park, quand on lançait de nouveaux outils, quand on allait par exemple mettre un Jira, qu'on allait mettre un SurveyMonkey, etc., pour s'assurer que tout le monde, en tout cas ceux qui vont être amenés à utiliser ces outils, comprennent comment ça fonctionne, on avait fait des petits tutos, tout simplement, pratiques, pour leur expliquer pas à pas, et de manière très vulgarisée et très concrète, dans leur quotidien, comment faire. Ça paraît tout bête, mais souvent, on se retrouve quand même avec de la doc écrite que personne lit, ou alors avec des grosses conférences, on dit « OK, on se lance, on a un kick-off », et derrière, tout le monde a oublié et personne ne regarde le replay. Donc, petite vidéo simple et synthétique. Les micro-gestes, ça compte. Et enfin, chez France Télévisions, on a lancé une démarche 4D, qui est un nouveau framework qu'on a mis en place pour l'organisation. D'ailleurs, petite dédicace à Louis qui est là-bas, qui a le podcast Tempo, et donc lundi, si je ne dis pas de bêtises, avec Mylène, du coup, qui n'a pas pu venir ce soir, un binôme côté France TV. Donc, on a participé au podcast, et donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce que c'est cette méthode qu'on a mis en place, même si je vous en dire un peu aujourd'hui, allez écouter le podcast pour en savoir plus. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place un framework, certes,
mais on a créé un playbook. Un playbook, c'est quoi? C'était notre Bible. Très très riche, je vous préviens d'avance. 200 pages à peu près, on avait tout. Les différents entrants, sortants à chaque étape, des templates, etc. Par contre, c'est très riche. Il y en a qui arrivent à s'y retrouver, il y en a qui aiment avoir justement le maximum possible. Mais pas tout le monde, ce n'est pas adapté à tous les profils. Ce qu'on a fait à côté de ça, c'est qu'on a créé des fiches essentielles avec les concepts clés expliqués en one-pager. Simple, efficace. Malgré tout, il y en a, ça leur va toujours pas. Hein. Il y a vraiment de tout au niveau des profils. Ce qu'on a créé aussi dernièrement, ce sont des mini-vidéos aussi, de 2-3 minutes, nos tutos 4D. On va schématiser, vulgariser ce qu'on fait, un peu à la méthode un jour, une histoire. Ce que c'est un concept, qu'est-ce que c'est une initiative, qu'est-ce que c'est estimer du temps quand on est designer, parce que ça c'est un gros challenge, et ainsi de suite. Donc ça paraît tout bête, mais c'est ces petites choses qui vont permettre des fois de s'élever, justement de passer de quelque chose qu'on a posé, on sait que ça va fonctionner, à quelque chose vraiment qui est adopté et compris par l'ensemble des profils. On a parlé des ingrédients. Maintenant, on a tout ce qu'il faut normalement pour se lancer dans une recette, maintenant qu'on a ingrédients, assaisonnement. Donc notre recette, c'est quoi? Ça va être nos process, rituels, pilotage, mesures, documentation. Ah là là, cette synchronisation, j'adore. Ne commencez pas à picorer dedans, vous allez travailler dans quelques instants. Donc la recette en fait, de l'Ops, c'est ce qui va structurer la cuisine au final, mais sans enfermer nos chefs, nos serveurs, etc. Tous ceux qui sont en train de contribuer. Donc notre brigade de cuisine. Ça va être des process clairs pour cadrer, des rituels pour donner le rythme à chaque étape et s'assurer qu'on va dans la bonne direction, du pilotage pour garder le cap, la mesure d'impact, parce qu'il faut toujours aller prouver la valeur, autant pour le produit, mais aussi pour l'organisation, aller mesurer à chaque fois. Et une documentation, mais une documentation vivante pour transmettre effectivement la connaissance aussi. Au final, une bonne recette, ça va être un langage commun à partir de tout ça. Et qui fait que service après service, tout le monde sait ce qu'il y a à faire, comment il doit le faire, quand il doit le faire. Et à vos tabliers. Je n'ai pas des tabliers pour tout le monde, mais ça va être à votre tour, maintenant, de mettre la main à la pâte. Vous m'avez vu faire un petit toast ici. Maintenant, ça va être à votre tour d'expérimenter. Donc, chaque table est une brigade. Vous allez avoir un temps donné. Donc, on va... Le temps de vous mettre... Vous êtes en condition? Ça va? Hein? Ouais? Je vous mettrai un peu plus de temps s'il faut. Je vais vous donner précisément 7 minutes, une fois que j'aurai lancé le chrono, pas de panique, pour sortir des toasts. Vous allez avoir la créativité que vous voulez, mais attention. Il faut que les toasts soient de qualité. À vous de fixer un nombre, après, c'est selon vous. Qu'est-ce qui vous semble faisable? Il va y avoir différents rôles autour des tables. Je vais avoir besoin d'une personne en fait, qui va venir faire un peu le chef d'orchestre, dire « Ok, quelles étapes il va avoir, qu'est-ce qu'on va mettre dessus, etc. » Je vous conseille de vous organiser en amont et que la personne soit là pour rythmer aussi derrière. Il y aura des gens qui vont produire derrière à des toasts, une personne qui va recéter, la petite chanceuse, mais après vous pourrez tous y goûter. Et une personne au final qui va être la personne qui documente en quelque sorte, celle qui va venir à la fin pitcher, restituer. Vous pouvez rester à votre table si vous voulez, vous en faites pas. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins fonctionné? Et qu'est-ce qui vous a fait penser à votre quotidien? Est-ce que jusque-là c'est clair? En 7 minutes, ouais. Il faut vous auto-organiser. C'est à vous de décider combien vous en faites. Vous vous auto-organisez. Il y a différents rôles. Justement, je vous aide un peu. Pour pas que ça parte dans tous les sens, il faut qu'ils soient cohérents et qualitatifs. Ou alors vous ayez une histoire à raconter, s'ils sont différents. Je vous mettrai un peu plus de temps s'il faut. On part sur 7 minutes et s'il faut. Et vous avez des timers pour vous auto-organiser aussi. Si vous voulez mettre par exemple 2 minutes où vous vous mettez d'accord et 5 minutes on délivre à fond, vous pouvez faire ça. Vous gardez 1 minute à la fin pour peaufiner, vous pouvez aussi. Je mets un chrono aussi de mon côté. Est-ce que vous êtes prêts? Tac. Donc n'hésitez pas, vous avez chacun des chronos si vous voulez vous aider aussi entre vous plus précisément. C'est parti. Time's up. Cette synchronisation était belle aussi avec ça. Tout le monde arrête? Le service est terminé. Il y en a qui sont encore en train de déguster. Je laisse terminer vos bouchées. Alors, au final,
Donc, qui a réussi à sortir un plat cohérent, en tout cas par rapport à ce que vous étiez fixé, si vous êtes fixé des objectifs? Ça a l'air d'être pas mal, hein. Qui a dû improviser, ou alors est-ce que vous étiez totalement cadré de A à Z? Et donc, c'est là où la personne de chacune des brigades, qui avait la mission justement de prendre des notes ou alors de venir justement mémoriser, va venir nous raconter. Donc, on va faire un à un les groupes. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a posé problème et qu'est-ce qui vous a fait penser à votre quotidien au final? On commence de gauche à droite? Qui prend la main de ce côté? Attention, Manu a la parole. Alors comment ça s'est passé? Comment vous êtes organisé? Écoute, ça s'est très bien passé. Le choix s'est porté sur une séparation, 2 assiettes sur la base rouge et 2 assiettes sur la base blanche. Et sur chaque assiette, on a pris le choix de faire mono-ingrédients et sur l'autre assiette, multi-ingrédients. C'était très carré, très bien réparti. Ok, et donc chacun de son côté avec des styles différents à sortir. Voilà, donc on avait déjà réparti chaque côté de la table, chacun savait ce qu'il devait faire. Il n'y a eu aucun blocage, tout le monde a été très coopératif. Ça rigole. Voilà. J'ai entendu Nico qui parlait de silo. Oui, on a siloté, chacun avait sa tâche. Voilà. Silo collaboratif. Ouais, dans la bonne humeur. Bon, ça va alors. Il est en plein de recettes, très bien. Génial. Merci Manu. De ce côté, qui veut prendre la main et nous raconter comment vous êtes organisé? Vas-y. Alors, nous, on s'est plutôt organisé de manière géographique. C'est à peu près ça. Donc, moi, en bout de table, au final, j'étais un peu la chef d'orchestre à donner la directive générale de la recette. Et ensuite, nous avions 2 personnes qui tartinaient et 2 personnes qui mettaient les ingrédients sur les tartinades. Okay. Et tout le monde a goûté en même temps, de ce que j'ai vu. Tout le monde a goûté en même temps parce qu'on est une équipe soudée. Voilà. Mais voilà, l'objectif, c'était d'amener de la volupté sur les toasts. Après, la créativité était voilà, libre à chacun de créer. On n'avait pas une structure par ingrédient. Pardon ? On a été très rapide et vous êtes les premiers à avoir mangé. Et à la fin, en effet, voilà, on s'est un petit peu restreint pour voir qu'est-ce qui nous restait comme toast, quel ingrédient pour que tout soit bien réparti. Du coup, il ne reste plus rien. Tout a été utilisé. Tout a été utilisé. Toutes les ressources. Ça, c'est beau aussi. Toutes les ressources. Donc c'est ça, en fait, le rappel à la situation réelle, c'est pour le budget. Maintenant, il faut aller les chercher. On a prouvé ce qu'on avait, on n'a plus de sous, on en veut en plus. Chez vous, qui veut prendre la main? Vas-y, Paul. Alors, chez nous, ça a été une chefferie d'orchestre tournant. Puisque, en fait, chacune, à un moment ou un autre, a proposé quelque chose. Et il y a eu ouverture, bienveillance, puisque tout le monde disait à chaque fois « Ah ouais, génial, faisons ça !» C'est fou comme quand c'est de la nourriture, c'est de suite plus sympa. Exactement. Donc, pour nous, l'important, c'était que chacun ait son assiette, chacun ait un ensemble de toasts. C'était un peu l'objectif de départ. On ne s'est pas forcément réparti certaines tâches. C'est arrivé au fur et à mesure où on disait bah, « Tiens, ok, moi je propose ça, qu'est-ce que vous en pensez? Génial, ok, bah, vas-y, fais-le. » Voilà, on a tenté des choses, des sandwichs. Il y a des approches où on s'est dit là on va être plutôt puriste, on va rester modeste. Et puis il y en a d'autres où on s'est dit ok, si on mettait tout dans un truc, ça donnerait quoi? Est-ce que ça tient? Ça donne quoi? Voilà. On n'a pas encore goûté. Je pense que je vais être le cobaye, enfin le testeur, enfin, l'utilisateur. On aura compris. Voilà, c'est ça. Donc voilà, bienveillance, écoute et créativité. Ça rappelle le quotidien au travail, ça va? Certaines missions, oui. On donne des noms ou pas? Et d'autres. Merci Paul. Et chez vous? J'en étais sûr, celui qui prend des notes. Vas-y Nicolas. Ok, donc pour nous ça s'est très bien passé. C'est les derniers à avoir commencé, mais attention. Nous ça s'est bien passé. On a fait la définition des rôles au début, ça nous a pris 30 secondes. On s'est vite trouvé, donc du coup c'est Louis qui a fait le chef d'orchestre. Et là c'est là où ça a commencé un peu la série de questions, aka les specs. Donc du coup, pour qui on le faisait? Pour nous, pour les autres? C'était pour nous. Est-ce qu'il y avait des détails du genre les allergies, qu'est-ce qu'on aime, tout ça? Et après, est-ce qu'on met tous les ingrédients? Est-ce qu'on choisit un par un? Et ensuite, c'était, OK, dans quel ordre on met les ingrédients?
Et en fait, à chaque fois, quand on s'y est mis, juste après, en fait, il y avait une vérification à chaque étape. Est-ce que ça nous va ou quoi? Parce que vu que c'était que pour nous, on a misé sur la qualité. Et du coup, en fait, on a vraiment voulu faire un truc à notre goût. Et est-ce que ça nous allait? Donc, du coup, une vérif à chaque étape. Donc, C'est pour ça qu'il n'y a pas de légumes sur les toasts? Comment? C'est pour ça qu'il n'y a pas de légumes? Alors, j'y viens. J'y viens. Donc, on a goûté chacun de nos toasts et en fait, on s'est fait une série de feedbacks pour savoir, ok, qu'est-ce qu'on a aimé, est-ce que les doses étaient bonnes ou pas. Qui d'ailleurs, à un moment donné, Bast, toi, tu t'as imposé tous les toasts, et, enfin tout le socle, et en fait, ça nous allait. Et après, on a fait un feedback dessus. Et donc, du coup, on s'est dit, ok, est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'il nous reste du temps? Oui. Et donc, du coup, on a fait une deuxième itération. Ça nous a pris vraiment 30 secondes, c'était un peu à l'arrache, il ne nous restait plus beaucoup de temps, on a eu un problème sur le timer. Mais on a quand même sorti un deuxième truc, on ne l'a pas encore goûté, mais c'est le meilleur toast qu'on a normalement suite à tous nos feedbacks. Okay. Donc voilà. Meilleure itération, c'est beau. C'est très bien raconté. Mais du coup, ce qui fonctionne, c'est pas les légumes. Ce qui est intéressant, vous avez tous eu des approches différentes. Vous avez tous eu. Les élèves dissipés. C'est vrai que je vous lance dans l'échange et après je vous coupe, désolé. Vous allez avoir du temps après, promis. Donc vous avez tous eu des approches assez différentes au final, mais qui avaient tous un sens aussi. Donc on peut dire qu'il y a des tonnes de process possibles qui vont s'adapter à différents types d'équipes et de profils. Et c'est vraiment OK justement de fonctionner ainsi. Mais c'est pour ça qu'il faut échanger, tester, itérer pour trouver la bonne méthode, la bonne approche. Donc au final, on a pu voir au niveau en tout cas d'une petite équipe, d'une brigade, comment transformer le chaos, le désordre de la cuisine en un début en tout cas d'organisation ensemble et de coordination. Donc vous venez de vivre à petite échelle ce que peut vivre un OPS. Donc on coordonne, on aide les gens à communiquer, à collaborer, à définir dans quel sens on veut aller, comment on y va ensemble vers une même vision. Mais bon, on était quand même à une petite échelle jusque-là. Vous étiez 5 autour d'une table à peu près, 4-5. Mais imaginez, je ne vais pas vous faire ça, vous en faites pas. On n'a pas assez de stock derrière. Et là, vous voyez, il y a 300 personnes qui sortent. Il y a du dessert après. Mais non, vous en faites pas. Non, mais imaginez, effectivement, on change d'échelle. On passe à 300 personnes. On a des menus qui changent, on doit délivrer tous les jours. Potentiellement, les équipes ne sont pas les mêmes, on a besoin de différentes expertises. Salut Marie. Comment on fait? Comment vous y prenez? Est-ce que vous allez pouvoir appliquer la même chose? Pas sûr. Et c'est de ça dont on va se parler. Donner quelques exemples concrets. Donc, comment on va venir standardiser à l'échelle? Donc, commencer par une petite échelle, il n'y a aucun problème avec ça. Donc ici, Donia, tu as beaucoup d'étiquettes, hein. T'as vu? On a commencé tout simplement à détecter qu'il y avait des problématiques dans une équipe. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un atelier de VSM, Value Stream Mapping. Est-ce que ça parle à tout le monde? À peu près, je vais l'expliquer. Globalement, on est venu mettre autour de la table tous les membres de l'équipe. Vraiment, on avait produit, tech, design, vraiment tout le monde autour de la table. Et on leur a fait poser leur manière de travailler. C'est quoi les étapes clés? Comment vous travaillez? Des fois, on peut se rendre compte à ce moment-là qu'il y a un trou dans la raquette. Peut-être qu'il y a, oh tiens, il manque quelque chose, un passage de relais, comment ça se passe à ce moment-là? Ou alors les devs, ils ne savent pas comment ça se passe avant. Les designers, ils ne savent pas, il y a une période de flou. Donc déjà, ça leur permet de voir comment ça se passe au sein de leur propre workflow, ce qui des fois n'est pas forcément visible. Cet outil-là, il vous permet aussi d'ajouter des choses. Moi, j'ai mes petites customisations, vous pouvez très bien aussi mettre sur les étapes les outils qui sont utilisés, des rituels, les rôles, qui intervient à quel moment. Vous pouvez après l'enrichir au fur et à mesure. Ça vous permet d'avoir un premier mapping de l'organisation. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, cet outil-là, il est là pour faire sortir les problématiques des équipes et pour comprendre à quelle étape il se passe quoi, quelles sont les problématiques et les faire réfléchir tous ensemble sur des pistes de solutions. Les contre-mesures. Nico, rappelle les formations coordonnées. Donc ça, vous pouvez le faire en atelier, à l'échelle d'une équipe. Ça vous permet d'y voir plus clair, d'avoir des actions où ils vont être engagés parce qu'ils ont été impliqués dans la démarche. À côté, ce qui peut être intéressant, c'est de venir à la rencontre des différents métiers, de faire des interviews. Donc vous pouvez en faire quand vous arrivez sur un nouveau périmètre, quand il y a une transfo, mais même juste régulièrement, tous les ans, c'est hyper intéressant. À partir de là, vous pouvez venir mapper aussi les différents rôles. Donc effectivement, la qualité n'est pas ouf. Je vais vous expliquer ce qui s'y passe. En gros, on a notre rôle et toutes ces interactions.
Donc par exemple, on a un product designer au milieu et on va se dire, autour, il va interagir avec un PO, un PM, un UX, avec des devs, avec des parties prenantes, etc. Et en fait, ce qu'on va schématiser ici, donc la grosseur de la bulle, ça va être la quantité de fois justement avec laquelle il interagit. Donc plus c'est gros, plus ils interagissent ensemble. Et ensuite, nos traits qui les relient, ça va être la qualité du signal. Donc en fonction de la couleur, justement, on va dire, OK, est-ce que la relation se passe bien ou pas? Et généralement, c'est quoi en fait cette interaction-là qui se passe? Donc ça nous permet aussi d'identifier où interagir, donc dans le workflow et aussi entre les différents rôles. Parce qu'on se rend compte qu'avec les silos qu'on a beaucoup évoqués déjà aujourd'hui, des fois, il y a des soucis justement de collaboration entre différents rôles. Donc ça, c'est des exemples pour, à l'échelle d'une équipe, concrètement, ce que vous avez fait aussi, c'est voir comment ça se passe et pouvoir améliorer ce qui se passe. Ça nous permet après de mieux schématiser. Tout ça, vous pouvez le synthétiser dans une vue derrière où vous avez les étapes clés, vos différents artefacts et vos différents rôles à l'intérieur. Je vais couper ça parce que c'est beaucoup plus long. Déjà, faire ça à l'échelle d'une équipe, c'est bien. Ça permet de clarifier, d'améliorer. Par contre, quand on commence à avoir plusieurs équipes, qu'est-ce qui se passe? Cet exercice-là, vous pouvez le faire avec toutes les équipes après derrière. Ça vous permet de voir s'il y a des patterns qui se dessinent, aussi dans l'organisation. Et très souvent, il va en avoir. Il va y avoir différentes problématiques peut-être où les autres vont pouvoir aider à interagir et à améliorer celle-ci. Et en fait, petit à petit, à force d'itération, vous allez arriver à un modèle plus solide et à grande échelle. Donc ici, il y a la légende pareil. En gros, on a les grosses étapes. Je vais couper parce que c'est très très long. À l'intérieur, on a nos artefacts en fait, qui vont venir ici. Donc est-ce que l'initiative, de la recherche, de l'épique, etc., du test, et ainsi de suite. On va avoir les étapes en dessous, les sous-étapes avec les différents rôles qui sont les bulles, qui est lead, qui est pilote, qui est contributeur. Et on va avoir nos livrables au-dessus avec sur quel outil ils sont. Et ça pour toutes les étapes, et on peut ajouter les points de décision, les rituels clés, etc. Donc ça nous permet vraiment de mapper l'entièreté et d'avoir un langage commun qui fonctionne pour tous. Mais ça passe par plein d'ateliers aussi, plein d'itérations dont on s'est parlé déjà jusque-là. Mais vraiment la clé, c'est mapper, mapper, mapper. Manu ? Quel outil pour mapper ce... Ça, c'est sur un FigJam. Ouais. Qui est très gros. Mais ouais, il y a beaucoup d'itérations et en plus, donc c'est le cas à France Télévisions, on a quand même beaucoup d'expertise aussi transverse, ce qui va complexifier aussi. Je pense qu'il y a des schémas qui peuvent être beaucoup plus simples, mais on a dû faire beaucoup plus d'exercices avec les équipes design system, les équipes CX, research, je pense qu'il y a Donia devant moi, avec les UX writers, les experts accessibilité, SEO et ainsi de suite. Donc à chaque fois, c'est plein d'ateliers, mais ça permet en tout cas de s'assurer qu'on a vraiment une vision commune et qu'en fait, parce que toutes ces équipes, elles auront certainement des dépendances entre elles à un moment ou à un autre. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir au moins un socle commun. Ça n'empêche pas ici qu'il y ait des spécificités en fonction des cas. Également, il y a des fois des étapes qui peuvent être sautées. C'est OK. Des fois, il y a des choses qui peuvent être faites par d'autres rôles. C'est pour ça qu'il y a plusieurs bulles. Selon les équipes, il n'y a pas exactement les mêmes rôles à l'intérieur. Donc ça peut quand même être un minimum flexible, mais au moins, on a un socle commun, un langage commun. Donc, au final, ce qu'on se dit ici, pour standardiser, donc ce que j'essaie de vous raconter jusque-là, il y a 4 étapes qui sont à retenir selon moi, qu'on n'a pas encore évoquées totalement. La gouvernance notamment. Hyper importante dès le début de structurer une gouvernance pour avoir une vision claire, des objectifs clairs, un comité de pilotage, parce qu'effectivement, même les ops ont une roadmap, ont des objectifs, comme les équipes produits également. Sinon, ça part dans tous les sens, c'est la même chose. Donc très vite dans cette gouvernance aussi, j'en reparlerai encore après parce que c'est hyper important, aussi avoir du sponsorship. Parce qu'il ne faut pas que ça parte de nulle part. Ce n'est pas que les ops qui vont dire « ok, on se lance là-dedans ». Il faut que ce soit aligné avec la stratégie de l'entreprise, avec la stratégie du top management. Assurer l'adoption, évangéliser, former, valoriser les succès. Donc tout à l'heure, on se parlait de petites choses des fois pour évangéliser, des petites actions qui peuvent être différentes. On se parlait des quiz, des vidéos, etc. On peut jouer avec des ambassadeurs également. Il y a plein de méthodes possibles. Vous lancez votre kick-off. Après, vous accompagnez, vous faites des ateliers avec les équipes. Et quand il y a des succès, effectivement, même s'ils sont tout petits, mettez en avant cela auprès des équipes et des autres. Et potentiellement, ces personnes-là, demain, deviendront vos ambassadeurs. Outiller et documenter. On se parlait des outils tout à l'heure. Dans ce que vous avez raconté, il y a des choses à me rappeler aussi ce côté un peu outil, notre justement base à ce niveau-là. Il faut avoir les bons outils. Vous mettez en place un process comme il y avait précédemment.
il faut que les outils suivent derrière. Il faut que ça représente ce flow, justement, ces actions-là. Il faut que ce soit adapté. Je parlais des artefacts, il faut que les initiatives, etc. soient adaptées. Donc typiquement, vous mettre un système de pilotage donc, en forme dans un outil central, pas avoir plein d'outils partout, s'il vous plaît, on évite, et des templates, tout bêtement. Donc ça peut être déjà ça une première base. Avoir un référentiel unique, par exemple le playbook aussi dont on se parlait. Donc toujours avoir ce langage commun, facile à retrouver et à consommer. Et enfin, à chaque fois, il sera la mesure. On mesure, on ajuste. Il faut avoir des KPI aussi pour ces process-là que vous mettez en place, pour cette standardisation-là. Donc des KPI d'adoption d'outils, de process, des KPI d'efficience, de satisfaction des équipes. Parce que peut-être que vous mettez un truc en place, c'est hyper efficace, mais derrière, les équipes, elles n'en peuvent plus, elles sont rincées. Ça ne fonctionne pas, il faut trouver un équilibre. Donc pour ça, l'ensemble des indicateurs sont intéressants à suivre, et je vous en parle à la suite. Et tout ça, au final, on se parlait beaucoup des équipes plutôt opérationnelles, nos squads, mais il n'y a pas qu'elles, évidemment. Donc, au final, on a nos opérationnels qui sont là, qui travaillent, qui ont leur langage commun. Je fais du cocktail maintenant, sans alcool pour l'instant. Vous aurez le droit après de tester, c'est de l'impro aussi, dans les cantines. Donc on a nos opérationnels justement qui travaillent mieux, qui ont un langage commun, une vision commune, mais tout ça, on se disait, la gouvernance, il faut embarquer le top management, il faut avoir son appui, il faut être aligné avec la stratégie. Donc on va venir aussi, je vais tester comme ça pour voir la couleur, à quel point ça change, qui viennent. Et enfin, ce langage commun aussi, le fait qu'on soit aligné, qu'on ait la vision commune, c'est plus facile, on est moins opaque et on arrive mieux à embarquer les parties prenantes, à collaborer avec eux. Ils savent où ils vont, ils savent effectivement comment interagir, comment contribuer également pour aussi apporter de la valeur. Et vous avez le droit de boire après. Qui veut tester? C'est que des bonnes choses, hein. Normalement ça va. C'est cranberry, citron et eau gazeuse. Ça va. Donc au final, l'idée que ça vient former un tout, tous ensemble pour collaborer, et je vous assure que ce sera bon. Ce qu'on se souvient souvent, même si voilà, le repas excellent, c'est souvent la touche finale, le dessert, cette petite touche sucrée. Bon, même s'il y en a, je crois par là-bas, ils ne sont pas trop fans de sucre, c'est quand même cette petite touche dont on se souvient. Donc c'est souvent ce petit côté waouh de la fin, donc pour un utilisateur, mais aussi dans l'organisation. Donc on se dit la satisfaction également. J'adore, ça arrive. Pour ça, vous avez le droit de picorer et d'assembler en même temps. Il n'y aura pas de temps d'exercice, vous pouvez picorer et créer, c'est totalement libre. Du coup, notre touche finale. Donc ça peut être une expérience fluide, mais l'expérience fluide, elle n'est pas que expérience produit. Qu'on voit en utilisateur, c'est aussi l'expérience fluide dans l'organisation. C'est bon, vous êtes emballés. Et c'est aussi la qualité perçue. Et la qualité perçue, c'est aussi sentiment, les parties prenantes, même les équipes, est-ce qu'on est fiers de ce qu'on a fait, est-ce qu'on a bien fonctionné entre nous. Donc c'est tout ce travail au final invisible, souvent. Tout ce qu'on a fait jusque-là, sincèrement, c'est pas forcément le truc qu'on voit, les process, l'organisation, c'est pas ça que les gens voient finalement. On le vit, mais c'est souvent invisible. Ce travail de l'Ops, de mettre en place des outils, des process, de la documentation. Et en fait, grâce à cette partie du dessert, on va venir mettre en avant tout ce qui a pu être fait, toute cette qualité perçue. C'est là où on va structurer ce qui était invisible devient visible. Donc on va raconter une histoire à partir de ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir ici? Les ambassadeurs qui diffusent des bonnes pratiques, inspirent les collègues autour d'eux. Par exemple, Pierre et Vacances Center Park, on avait mis pour le Lab Innovation un système d'ambassadeurs qui venaient travailler sur des projets, qui venaient de différentes équipes et travailler sur des choses qui étaient totalement différentes de ce qu'ils faisaient habituellement. Et justement, pour garder les talents, pour venir leur apprendre de nouvelles choses et les stimuler, on a créé ce système d'ambassadeurs. Donc c'est des ambassadeurs qui venaient travailler sur des sujets et après les raconter. Et ce côté innovant justement et cette approche où s'ils sortaient de leur quotidien, on leur avait dégagé du temps pour travailler sur des objectifs autour du Lab Innovation, ça a permis de créer une motivation, une émulsion et encore plus forte quand ils venaient la raconter justement autour d'eux.
Les règles, c'est feedback positif. Les règles, c'est quelque chose qui existe depuis le début de Monsieur Guise, qu'on fait tous les vendredis midi, qui sont gérés aujourd'hui par Yann, avant qu'il était géré par Manu, ici présent, on a des anciens aussi là. Et comment ça se passe en fait? C'est que les personnes viennent raconter des expériences, des projets, que ce soit des réussites ou non en fait. Ce qui est intéressant, c'est le parcours. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils en retirent? Et ça permet de partager aux autres, de s'enrichir mutuellement, de dire « Ah, effectivement, moi j'ai vécu un truc un peu similaire, ah bah peut-être que tu aurais pu faire comme ça », et à l'opposé, dire « Ah, peut-être que j'aurais pu aussi, ou je pourrais faire ça ». Donc ça permet derrière de construire de nouvelles expériences. Ce côté Rex, on a un format un peu similaire aussi chez France Télévisions avec les guildes. En tout cas, on intègre aussi ce côté Rex. Les guildes, c'est quoi? C'est un rituel qui a lieu toutes les 2 semaines, qui dure jusqu'à 2 heures. On peut faire des ateliers, des confs, des jeux. C'est hyper libre, en lien avec le travail quand même. Et en fait, on fait venir autant des personnes de l'interne qui vont venir raconter des choses qu'ils ont faites pour justement rendre visible aussi, évangéliser, montrer des succès, mettre en avant, comme on se disait tout à l'heure, les collaborateurs. Et des fois, on fait venir des personnes de l'extérieur pour venir inspirer sur d'autres choses, sur ce qu'on n'a pas forcément en interne et qui vont pouvoir nourrir la réflexion, les projets, les expériences de chacun. Les sponsors qui appuient la démarche. Ajoutez les sponsors dans justement votre gouvernance au plus tôt possible. Donc les sponsors, en cas concret, aux côtés de nos ambassadeurs dans le Lab Innovation, au début, on avait juste un qui était associé à la direction qui portait l'innovation. Ok, c'est bien, avoir un sponsor, mais est-ce que ça suffit? Souvent, non. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on s'est rendu compte qu'en collaborant, en créant des innovations aussi sur des services, sur d'autres équipes, en fait, d'autres directions, on avait besoin de sponsors tout simplement dans d'autres directions. Les sponsors, ils n'étaient pas juste là, au final, pour dire oui ou non. Ils étaient là pour apporter de nouvelles opportunités aussi, se dire « Ok, là, il y a un besoin, on a besoin d'aide pour le craquer ». Donc, ils amenaient aussi des sujets, ils pouvaient proposer des sujets. Et ils pouvaient aussi conseiller les ambassadeurs qui, potentiellement, n'étaient pas sur ce périmètre-là à la base. Donc, ils avaient ce pouvoir de décision, mais aussi un pouvoir de conseil qui était vachement intéressant pour nos ambassadeurs pour avancer et évoluer. Chez France Télévisions, les sponsors, c'est eux qui nous ont aidés. Typiquement, on avait commencé tout ce que je vous ai montré jusque-là avec tous ces flows, etc. On avait commencé petit, on avait commencé avec les opérations uniquement. Et on s'est dit, il y a vraiment un truc, on est vraiment en train de solutionner des choses. Par contre, en fait, on a vu que ça ne prenait pas, on n'arrivait pas à grandir réellement, à faire porter la démarche plus amplement. Et le fait d'avoir vu au-dessus avec le top management, en fait, qu'il y avait vraiment une valeur, montrer en avant les bénéfices et pouvoir commencer à sortir des indicateurs, s'aligner sur des objectifs, ça nous a permis d'avoir cet appui-là et de lancer la démarche officiellement auprès de l'ensemble des directions du numérique. C'est pas encore parfait, on en parle aussi dans le podcast, des itérations, etc. Mais en tout cas, sans les sponsors, vous allez très vite bloquer. Donc hyper important de vous créer des alliés et les bons alliés. Et tout ça, c'est se dire qu'il faut toujours s'améliorer à partir de tous ces enseignements. Les ambassadeurs, les règles, les sponsors, ils vont avoir des enseignements aussi à vous partager. Donc ça, plus les données que vous avez au quotidien, que vous allez pouvoir implémenter, sont hyper importantes pour avancer et itérer, comme ils l'ont très bien fait aussi là-bas, l'itération. Et quand on se parle justement d'objectifs, de mesures, qu'est-ce qui se passe? Je vous disais tout à l'heure que les Ops aussi, ils ont des objectifs. Je me décale un peu. J'ai tendance à les mettre autour des piliers. Quand on présente en tout cas à l'Observatoire, qu'est-ce que c'est l'Ops? On a des gros piliers. On a le collectif, donc c'est nos personnes. Ici, on a la clarté des rôles, la santé des équipes qu'on peut retrouver. On a l'efficience, qui est un peu le classique auquel tout le monde pense dans les organisations. Le temps gagné, la vélocité, lead time, cycle time, etc. Le time to market, surtout toujours bien délivré au plus vite, on entend très souvent. L'impact, la valeur perçue et mesurable, et l'évolution de compétences, de la maturité, etc. Tous ces éléments-là sont à mesurer en continu. Derrière, en fonction de vos objectifs, évidemment, de vos enjeux, de votre roadmap sur une année, vous allez aller plus ou moins sur un axe, le creuser, pour être un peu plus concret. Des choses très basiques qu'on peut ressortir. Après, on pourra vous envoyer les slides pour que vous voyez mieux, parce que je vois que c'est quand même pas top, mais très simple. Ce qu'on a souvent avec des outils, qui est clé en main, vous pouvez aller chercher la répartition de la charge entre différentes personnes, entre différentes équipes, voir s'il y en a qui sont surchargés ou sous-chargés. Vous pouvez aller chercher du lead time, du cycle time aussi, sous différents formats après d'outils. Vous pouvez aller voir les demandes reçues, VS, ce qui est vraiment délivré.
Donc à partir de celle-ci, de courbe, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, d'un seul coup, on a un pic. Donc d'un seul coup, on a beaucoup de demandes par rapport à ce qu'on est capable, qui était à peu près sur une courbe stable. Donc là, on se dit qu'il va commencer à avoir un problème. Donc hyper intéressant pour commencer à détecter des goulots d'étranglement qui vont arriver et potentiellement leur dire, attention, ici, il va falloir temporiser, aller parler effectivement aux parties prenantes ou autres, et essayer de mieux prioriser parce qu'on ne sera pas en capacité de. Celui-ci, qui est au-dessus, le cumulative flow, c'est un principe assez similaire qui vous permet, les couleurs sont terribles, qui vous permet de visualiser également ces goulots d'étranglement. Donc en fait, chaque courbe, c'est les tickets dans les statuts, globalement, qui évoluent avec le temps. Et ce qu'on peut voir, donc là, c'est pas hyper visible, mais petit à petit, il y a des endroits, paf, qui augmentent un peu. Donc typiquement, il y avait un endroit, par rapport à, même si ça paraît pas grand-chose, quand on zoome sur une période, on détecte soit il y a trop de sujets qui rentrent, et d'un seul coup, il y a trop de sujets qui sont en revue, par exemple. Donc il y a un blocage, donc est-ce qu'il faut mieux équiper? Est-ce qu'on est bloqué à un endroit? Il y a des dépendances, on est en attente d'eux. Ça nous permet d'aller creuser ça. Encore plus précis pour aller creuser celui-ci. Et pareil, ça c'est des trucs assez basiques, en tout cas sur un Jira, vous pouvez l'avoir juste en un clic, ça se fait tout seul, la plupart, donc les deux notamment là, du haut. Et après sur d'autres outils du même type que Jira, c'est vraiment les basiques qu'on peut retrouver. Celui-là nous permet d'avoir le lead time aussi, et vous pouvez voir effectivement l'efficacité, etc. Et les petits points qu'on voit sont les tickets quand il y a des extrêmes. Ça vous permet au survol d'aller creuser et de dire « Ok, il y a eu un problème à tel endroit. Si j'allais voir effectivement la personne, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui s'est passé ?» et d'aller creuser pourquoi d'un seul coup, on a mis beaucoup plus de temps que d'habitude. Donc tout ça nous permet de creuser beaucoup plus. Et après, vous pouvez aller vous faire un peu des choses sur mesure, aller extraire des données pour aussi voir le lead time moyen selon des offres, etc., selon des périmètres. Et j'ai oublié le dernier. Là, on est très quanti. Si vous avez du quali, si vous avez plein de verbatim, il y a des choses aussi qui sont possibles. Typiquement, la user journey, je pense que tout le monde connaît. Il y a une courbe de plus et de moins, de petits smileys. Comment ça se passe? En fait, vous avez par exemple fait plein d'interviews, plein d'ateliers, il y a eu des rétros, etc. Vous avez plein de matières. Un truc que j'aimerais bien faire, que je n'ai toujours pas fait parce que c'est quand même complexe, c'est un repository avec tout ça. Je pense que ce serait génial aussi. Mais très simple, en fonction d'avec qui vous devez parler, des fois, c'est mieux d'avoir un schéma. Et donc pour ça, en fait, c'est prendre les étapes, pareil de votre flow, et vous allez mettre en dessous, ici, cette partie-là, tous les problématiques. Je vous l'ai tamisé là, mais vous pouvez dessus noter la criticité et voir le volume. Et ça vous permet de voir sur la courbe, OK, de venir placer derrière vos petits smileys et dire, OK, là, c'est là où on a le plus de pain points, de verbatim qui remontent. Donc avec le Kali, vous pouvez aussi faire ça. Et en dessous, dernière ligne, poser les idées justement d'amélioration qu'on pourrait mettre en place. Donc c'est un autre moyen si jamais vous avez plein de matières, justement plein de verbatim, de venir visualiser des choses. Et si on passe à la vitesse supérieure, une fois que vous avez un socle de base, vous pouvez aller un peu plus loin. En premier, là-haut, la santé des équipes. Donc chez France Télévisions, depuis, je réfléchis, ça fait bien peut-être 4, 5 ans même, hein, le F-Check, Donia? Ça fait à peu près 5 ans. A été mis en place un F-Check. Le F-Check, c'est quoi? C'est un questionnaire anonyme qui est envoyé tous les quarters aux équipes. De base, c'était assez siloté par direction. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est en train de se construire, produit design tech, donc avec à peu près 500 personnes derrière. Donc ça fait du beau monde. Et qu'est-ce qu'on va aller creuser? Là, c'est la partie quanti, il y a aussi des verbatim de la même manière qu'on va utiliser derrière. Mais là, si on va creuser, en fait, on va pouvoir avoir différents critères. On a en fait globalement un peu comme une échelle, inspiré un peu de l'échelle de Likert aussi avec les différentes gradations. On a posé nos critères. Typiquement, on a des sujets sur la clarté, la fluidité, ça peut être des process, etc. L'apprentissage, le sens, la charge, et tout ça, donc, ça va être le ressenti des équipes qui viennent noter. Et ça nous permet de voir une évolution avec le temps, nos indicateurs. Après, on peut aussi le découper de manière plus micro sur des offres, voir des courbes d'évolution, etc. aussi. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en tant qu'Ops, vous savez qu'il y a des indicateurs, vous lancez dans les process. Vous avez certes votre lead time, votre cycle time, mais derrière, si les équipes ne ressentent pas la même chose, il faut se dire qu'il y a un souci. Est-ce que c'est vraiment juste nos chiffres aussi? Est-ce qu'on a pensé à tout? Donc ça vous permet aussi d'avoir ce type d'indicateurs qui vont vous aider à nourrir vos objectifs, vos actions. Donc typiquement, on les utilise à chaque fois, on repasse dessus et on se dit, OK, ben là, nos actions, on a réussi à attaquer quelque chose à l'opposé.
on est en train de chuter sur tel critère, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est dû à ce qu'on a mis en place? Est-ce que c'est dû à notre facteur? Là, généralement, c'est les verbatims qui vont nous aider. Donc, help check pour le premier. Ensuite, hop, je me décale. Là-haut, ce qu'on a fait, vous pouvez le faire si vous avez du EasyBI, du Power BI, sortir des outils comme ça, ce sera beaucoup plus puissant, beaucoup plus fin. Mais nous, n'ayant pas ça encore aujourd'hui chez France Télévisions, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti en fait les données de Jira, et donc automatiquement c'est connecté, et on a mis ça dans un Excel. Donc ça, c'est un Excel que vous voyez des quelques screens. Donc vous pouvez faire des choses, ça reste un Excel, alors c'est pas magnifique, mais il fallait qu'on ait un outil du groupe, donc sur Microsoft, et on a pu faire un système même avec des onglets, etc., et créer nos propres indicateurs en lien avec nos objectifs. Donc les indicateurs qu'on va retrouver à l'intérieur, la répartition effectivement par défi, par priorité, derrière notre score d'impact moyen de ce qui sort, parce qu'à chaque fois tout est scoré derrière avec un score d'impact réparti. Est-ce qu'on va dans la bonne direction justement? Est-ce qu'on est toujours en phase avec ce qui a le plus de valeur? Donc c'est quelques exemples, il y a beaucoup plus de pages, d'onglets comme vous le voyez à l'intérieur, mais en tout cas on a tout centralisé au même endroit et c'est connecté avec nos outils. Et enfin, donc j'ai beaucoup parlé effectivement de ce qu'on a fait chez France Télévisions. Quand on a lancé la démarche, on s'est dit qu'il fallait un T0 aussi de la maturité. Et la maturité, c'est quoi? C'est de savoir est-ce qu'on est au tout début, est-ce que vraiment on est au tout début en éveil, est-ce que c'est l'adhésion, l'implication, les gens commencent à s'y mettre, etc. Ou est-ce qu'à l'opposé, on est à la pollinisation, est-ce que les gens sont en train d'évangéliser, est-ce qu'on détecte déjà des ambassadeurs? Vu qu'on avait itéré déjà en petits groupes, on pouvait avoir des fois des disparités. Et en fait, derrière ces niveaux de maturité, se cache un auto-assessment qu'on a créé. Donc il y avait différentes questions basées sur nos différents piliers. Donc notre framework qu'on a basé, on avait un pilier sur l'impact, donc on avait par exemple 5 questions derrière, un pilier sur le temps, la clarté, l'effort, la transparence et le langage commun. Et à chaque fois, on avait des questions différentes. On a fait en équipe, les équipes sont auto-évaluées. Ce qui est intéressant, c'est que pour certains, ils ne s'étaient jamais posé certaines questions entre eux, et ça fait ressortir des conversations hyper intéressantes, en plus de nous avoir du résultat. Et il y en a qui sont assez sévères envers eux-mêmes. Et à partir de là, ça nous a permis d'avoir un plan d'accompagnement. Et maintenant, l'idée, c'est dans le temps, voir l'évolution et de faire des évaluations de maturité à différents instants, mais il fallait qu'on parte d'un T0, en tout cas pour avoir déjà une première idée. Sur tout ce dont je vous ai parlé, ces piliers, peut-être que vous n'avez pas effectivement ces mêmes aspects en tête, collectif, efficience, impact, évolution. Est-ce qu'il y en a sur lequel, en tout cas dans la mesure, dans ce que vous faites, vous sentez déjà suffisamment à l'aise? À main levée, qui mesure des choses sur le collectif? La santé des équipes, l'évolution de carrière, etc. Ok, à peu près un bon 50%. Sur l'efficience, les process, etc., lead time. Ok, un peu moins. Sur l'impact, généralement il y a plus de monde en impact, mesurer l'impact de ce qui sort, il y en a moins. Et l'évolution, tout ce qui est amélioration continue, etc. Est-ce que vous avez des choses que vous mettez en place sur les parcours de progression? Tous les combien vous allez itérer sur ce que vous faites? Est-ce que vous allez mesurer ça? J'allais poser quel mérite encore un ajustement. En fait, ça s'est fait naturellement. Petit à petit, j'avais moins en moins de personnes. Donc le collectif, on pense quand même beaucoup humain là autour de la table, c'est déjà pas mal. Ok. Mais par contre, efficience, je vois qu'il y a encore pas mal de choses. Impact aussi, et évolution, on n'y est pas du tout, effectivement. Mais après, l'évolution est très liée aussi à tout votre aspect humain hein, dans la première partie. Hein. C'est ça aussi qu'il faut retenir dans le collectif. Selon vous, dans ce que je vous ai montré, est-ce qu'il y a déjà des choses du même genre que vous avez déjà mis en place, justement? Est-ce qu'il y a des choses, au contraire, que vous avez découvertes? Et ça, ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'il faut le faire sur mesure, en plus, à chaque fois. Mais le principe, en tout cas, la mécanique, est intéressante à faire. Et c'est vrai que c'est à chaque fois un questionnaire un peu sur mesure, en fonction de ce qu'on veut aller chercher en maturité sur quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez moins expérimentées qu'on a pu citer jusque-là? Sur l'impact, parce que c'est vrai que... Bon, je viens juste d'arriver dans l'entreprise où je suis là, mais la mesure de l'impact design, déjà, c'est très complexe. Et là, on est sur de l'over-data. Donc, pour savoir exactement quoi faire de cette data, c'est là où c'est complexe. Oui, souvent, le paradigme, il y en a trop ou pas assez. C'est vrai que l'entre-deux, l'équilibre est dur à trouver. Et au niveau de qu'est-ce que c'est l'impact design, est-ce que la définition, celle-ci, elle est claire ou justement, c'est ça qui... Ouais, c'est souvent déjà partir de la définition. Il y a plein de ces critères, effectivement, si on n'a pas une même définition partagée, c'est pas évident. Ok.
On note les trucs parce que comme ça on pourra en parler lors de l'apéro, on a presque fini. Donc justement, c'est intéressant, ça fait une transition sur toutes ces données. On a effectivement plein de données à disposition. Donc on a nos données brutes, c'est nos grammes, nos degrés, tout ce qu'on utilise. Je n'ai pas sorti le verre mesureur, j'aurais pu. Trouver le bon équilibre, c'est ça qui est important en fait. On ne peut pas avoir trop d'indicateurs à suivre, sinon on ne s'en sort plus. Le quali, notre dégustation. Les feedbacks, les signaux faibles, hyper important aussi. On ne peut pas se baser que sur l'un ou que sur l'autre. Il faut qu'on aille chercher des deux et qu'on arrive à les mettre en corrélation. Les ajustements après, c'est dire que service après service, on affine notre recette, on affine notre menu et on s'améliore. Donc à partir de tout ça, on va pouvoir itérer. Et donc c'est ça notre secret d'un Ops qui fait grandir une organisation. Il y a beaucoup de données au final, beaucoup de mesures. Et c'est ce qu'on peut souvent oublier. Donc, pour terminer, c'est pour dire l'Ops, ce n'est pas seulement un rôle support ou qui s'occupe juste des process. C'est souvent un truc qu'on a entendu, on a eu beaucoup de débats dans d'autres événements de l'Observatoire. C'est notre architecte du goût, je me décale. Celui qui va transformer justement les ingrédients bruts, tout ce qu'on a vu, cette recette, etc., en une organisation mémorable. Donc, il est là pour sublimer le travail des opérationnels, mais aussi accompagner le management, les parties prenantes. Il ne faut pas qu'il reste juste à un endroit, il est là vraiment pour épauler aussi l'ensemble des personnes de l'organisation. Et pour ça, il va sublimer aussi en rendant visible, en favorisant le partage de bonnes pratiques. Il va amplifier, et ça, une fois de plus, notre fameuse mesure, nos feedbacks et l'amélioration continue. C'est vraiment pour vous rabâcher les idées claires, ça revient. Pour ce qui est produit, en tout cas pour les utilisateurs et pour l'organisation. Et ce qu'on a vu, ce que vous avez expérimenté aussi la plupart d'entre vous, c'est ce côté un peu chef d'orchestre aussi, qui orchestre comment les équipes collaborent entre elles, avec quels outils, est-ce qu'ils sont adaptés, avec quels rituels, pour que chacun sache quoi faire. Et ça nous en amène à la fin. Si vous avez apprécié ce format qui était totalement un crash test, donc j'espère que ça s'est bien passé, l'idée, n'hésitez pas à venir nous en parler. On peut rejouer aussi ça, peut-être qu'on rejouera ça lors d'autres événements, ou même le jouer dans vos organisations à vous, dans vos boîtes, si vous pensez que ça peut être utile. Peut-être l'adapter en fonction des points à mettre en avant, là où vous avez besoin de tacler des sujets. Et si vous avez besoin de formation aussi, on en propose une. Là-dedans, il y avait des morceaux de la formation aussi que j'ai repris. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on peut en discuter pendant l'apéro ou après coup. Il n'y a pas de problème. Et donc maintenant, il faut que je fasse péter le champagne. À vous de sublimer vos organisations, de bien assaisonner et attention. Ouais. Non mais là, je sens ça va le faire. Je sors mon verre. Attention. Hop là. Bien assaisonner vos outils. Hop là. Dresser. Et sublimer. Et maintenant, à l'apéro. Donc on va aller par là-bas, on va dégager les tables et c'est parti. Merci à tous.